Salut les shooters, j'espère que vous et vos proches allez bien. Alors comme vous avez pu le remarquer, j'étais absent un petit temps, malheureusement j'ai eu la grippe et j'étais cloué au lit avec 39 de fièvre pendant 2 semaines. Ça a été compliqué de poster quoi que ce soit du coup, mais me voilà en pleine forme. Et comme à notre habitude, n'oubliez pas votre petit sacrifice à l'algorithme YouTube en likant cette vidéo et en vous abonnant. C'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne et je vous dis alors à tout de suite pour la vidéo. La Suisse, pays du chocolat, des paysages montagneux, des pastilles pour la gorge et des banques un peu douteuses. Mais la Suisse, c'est aussi le pays de ça. Du coup, on se retrouve pour parler du Schmidt-Rubin K31. Avant de continuer la vidéo, vérifions d'abord que l'arme est en sécurité. Alors, on n'a rien dans la chambre. Rien dans le chargeur. Et on peut continuer la vidéo. Alors, le K31 a été développé en 1931 et rentré en production à partir de 1935. Il était censé remplacer le K11. K11 qui lui était considéré comme étant beaucoup trop grand et trop encombrant pour certaines troupes suisses dont la cavalerie, le génie et les troupes de montagne. Ce qui a facilité l'adoption de cette arme par l'armée suisse a été le résultat de Karl Zimmermann qui était tireur sportif à l'époque et les résultats qu'il a obtenus avec cette arme. D'ailleurs, je vais citer ce que le Conseil fédéral en 1933 a rapporté au premier essai avec cette arme. Monsieur Karl Zimmermann, champion du monde de tir, a obtenu un résultat qui, il y a peu d'années encore, aurait fait sensation dans un match international de tir. Il avait cependant cette arme en main pour la première fois et ne s'était pas servi de cartouches spéciales. Et encore aujourd'hui, le K31, pour beaucoup, est considéré comme étant une machine à point. Alors, depuis 1935, le K31 a été produit à 720 000 exemplaires, et ce jusqu'en 1972. Il fut ensuite remplacé par le FA57, ou aussi appelé le SIG 510. La Suisse étant l'armée suisse, malheureusement ou heureusement, cette arme n'a jamais vu la guerre, mis à part peut-être dans Call of Duty. Mais l'arme, elle, a eu énormément de succès dans le tir de compétition, notamment en TLD ou même pour la chasse. Passons à son fonctionnement. Le K31, lui, fonctionne avec une culasse rectiligne, chose qui est normalement censée fluidifier et faciliter l'armement selon ses développeurs. Un soldat entraîné avec cette arme était censé normalement atteindre 10 à 12 coups minute sur cible à 300 mètres. D'ailleurs, petite astuce qu'on m'a donnée au club, si vous ne le saviez pas, vous pouvez préarmer la culasse en tirant sur le petit anneau, ce qui va préarmer la culasse et du coup le réarmement est beaucoup plus fluide. La sécurité se fait via le même anneau, en tirant sur l'anneau et le basculant à 90 degrés. Vous êtes maintenant en position de sécurité. Alors au niveau des cartouches, elle utilise de la 7,5 par 55 suisse. Moi ici j'utilise de la Cellier Bello, c'est celle avec laquelle j'ai eu les meilleurs résultats. Et avec cette cartouche, elle est censée avoir une portée pratique de 500 mètres. Maintenant, comment introduire les cartouches dans le K31? Vous avez deux manières de le faire, soit vous les introduisez par le dessus, soit vous les mettez dans le chargeur une à une et ensuite vous pouvez recharger votre arme directement via le puits de chargeur. Alors voilà la première manière de le faire, on insère le clips comme ceci. Et ensuite, on appuie sur le dessus, ce qui ramène toutes les cartouches alors dans la carabine. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire pour des raisons de sécurité, vu que je suis chez moi à la maison. Mais voilà, comme ça vous avez une idée de comment le faire. Ici, j'utilise un clip que j'ai imprimé moi-même en impression 3D. Vous pouvez les trouver un peu partout sur le net. Sinon, les originaux sont normalement faits dans un style de papier mâché et de cuir.
Malheureusement, dû aux réglementations YouTube, je ne peux pas insérer le chargeur dans la carabine et aussi bien évidemment pour des raisons de sécurité parce que je suis chez moi à la maison. Alors au niveau de la détente, il s'agit d'une détente double. Donc il y a une première course qui va être environ 800 grammes, vous voyez, qui est molle. Et ensuite on a le point dur qui lui sera normalement à 2 kg selon ce que j'ai trouvé sur des forums. Malheureusement je n'ai pas la Liman qui me permet de tester le poids de départ. Mais d'après les forums, on se trouve ici à 800 grammes pour la première phase et le point dur lui arrive à environ 2 kg. Donc globalement c'est une bonne détente, même si c'est pas forcément une détente match, moi je trouve qu'elle fait bien le boulot. Au niveau de la visée, on a une hausse micrométrique qui est graduée de 100 à 1500 mètres. Donc 1500 mètres n'est pas la portée maximale de cette arme. Selon les développeurs, elle est censée atteindre les 5 km. Donc voilà, je ne sais pas si c'est véridique ou pas, je vous laisserai le découvrir vous-même, mais en tout cas c'est ce qui est repris sur le cahier des charges. Donc à l'avant, là on va retrouver une mire métallique carrée qui est protégée sur les côtés par de petites hausses métalliques, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de guidon. Pour les distances de tir, de 50 à 200 mètres, on est sur un point visé, point touché. Et à partir de 300 mètres, on va prendre alors le visuel bas. Donc hop, quand on monte ici sur 300 mètres, il faudra prendre le visuel bas. Et on est censé être dans un cercle de 60 cm, toujours selon le manuel. Si on est en dehors des 60 cm, on est censé remettre l'arme à l'arsenal pour réparation. Donc ici, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose d'extrêmement précis à mon avis, les Suisses. Alors j'ai pu aller tester cette arme en club, malheureusement le règlement du club m'interdit de filmer mes séances de tir. D'ailleurs si vous êtes en Belgique et que vous connaissez un club qui me permettrait de filmer en intérieur, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un petit message, ça me permet au moins de filmer mes tirs. Mais bref, ici j'ai pu le tester à 100 et à 300 mètres et voici d'ailleurs une photo de mes tirs à 100 mètres. Et franchement, j'ai été bluffé. C'était la première fois que j'ai tiré avec. J'avais jamais manipulé cette arme auparavant. Et je comprends vraiment pourquoi on appelle cette arme la machine à poing. Voilà, sachez que moi, avant ça, j'avais uniquement des expériences à 25 mètres avec du 22. Donc, les résultats que j'ai eus, franchement, ils m'ont laissé bouche bée. Avec un peu d'entraînement, je pense que je peux tout garder dans le neuf, que ce soit à 100 ou à 300 mètres. Alors, niveau ergonomie, c'est sûr qu'on n'est pas sur de la R15, les gars. Donc c'est une carabine qui a quand même facilement 100 ans, quasiment. Ouais, elle a quand même quasiment 100 ans. Donc il y a des trucs qui sont un peu plus ergonomiques et un peu plus confortables que ça. Surtout au niveau de la plaque de couche ici qui est en métal. Donc par -5, c'est vrai que je l'ai senti contre mon épaule. C'est pas ce qu'il y avait de plus confortable. Mais sinon, à part ça, franchement, elle se tient bien en main, elle s'épaule bien. Au niveau de la poignée, on a quelque chose qui est tout à fait basique, mais qui est très acceptable. Au niveau de la taille, on est sur une carabine de 110 cm qui pèse 4 kg et la majorité du poids se trouve au milieu. Donc c'est quelque chose qui est assez bien équilibré et qu'une fois épaulé, on ne sent pas trop en fait. Donc on l'a vraiment bien en main. Il y a une petite encoche ici que vous voyez côté droit et qu'on retrouve encore un peu plus loin côté gauche qui vous permet de mettre votre pouce comme ceci et vos doigts ici, donc ce qui ajoute au confort de tir. Alors passons à l'entretien. Il n'y a rien de plus simple, il suffit d'abord de retirer le chargeur, hop, comme ceci. Vous avez ici un petit bouton qu'on va presser, hop, c'est un ressort. On appuie dessus, on tire sur la culasse et ça sort tout seul. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer un coup de bord snake. Vous mettez un peu d'huile sur les rainures ici que vous voyez, c'est là où il y a les pièces mobiles qui viennent frotter. Et ici pareil, vous allez mettre de l'huile un peu partout. Alors moi j'en ai mis abondamment, je vous avoue. Maintenant pour le démontage de la culasse, ça je vais pas m'y essayer, je vous avoue.
Mais il y a une chouette vidéo de French Grenier, je la mettrai en commentaire et vous pourrez alors la suivre, qui vous expliquera exactement comment démonter la culasse dans son entièreté. Comme vous pouvez le voir, le mien il est monomatricule, on a le numéro sur la culasse ici, et on a le numéro, où est-ce qu'il y a le second? Alors, le second il est sur le chargeur, hop, et hop. Donc voilà, c'est toujours sympa qu'il soit monomatricule. Je vais pas non plus vous montrer comment remonter les pièces dû aux réglementations YouTube qui m'interdisent de montrer les deux parties du montage et du démontage. Mais bon, je suppose que vous êtes assez futé pour comprendre comment le faire. Si vous avez vu comment le démonter, c'est pareil hein, dans le sens inverse. Donc on va glisser la culasse et ensuite réinsérer le chargeur et ça s'arrête là. D'ailleurs, petit fun fact sur le K31, si le vôtre a été produit entre 1935 et 1958, ça veut dire qu'il a appartenu à un soldat. Et vous pouvez trouver des informations sur ce soldat en dévissant la petite plaque métallique qui se trouve ici dans la crosse, et vous allez retrouver normalement un bout de papier reprenant les informations sur ce soldat. Le mien malheureusement est daté de 1965 et du coup je n'ai pas d'informations sur quiconque parce qu'il n'a appartenu à personne d'autre, il a été fait pour le civil. Voilà les shooters, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et vous-même si vous avez un K31, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et je vous dis alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!